Nous sommes de retour sur la Web TV de la Convention nationale. Nous accueillons Christophe Thévenet, avocat au barreau de Paris, qui partage son activité entre son cabinet et la présidence de l'ANAAFA. Il est également ancien membre du Conseil national des barreaux et s'est exprimé aujourd'hui sur la cession, la transmission de cabinet. Première question, sous quelle angle avez-vous abordé ce problème ? Si on parle de cession de cabinet, c'est qu'on a nécessairement un cédant, un cessionnaire. Et il se trouve que le cédant et le cessionnaire ont évidemment des intérêts contraires. Ça, c'est assez simple à comprendre, mais ce qui devient un peu plus fin, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus une cession automatique de droit. Pendant très longtemps, les avocats ont considéré qu'au moment de prendre leur retraite, ils auraient quelqu'un pour reprendre leur cabinet, leur collaborateur ou un tiers, et qu'ils pourraient donc tirer quelques monnaies de cette opération. Aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est plus vrai et que pour arriver à assurer la pérennité du cabinet, je ne parle même pas forcément d'argent pour le retrayant, eh bien, il faut mettre en œuvre une véritable stratégie juridique, stratégie fiscale qui se construit à l'avance. Et plus tôt on y réfléchit, plus tôt on met en œuvre les techniques nécessaires et mieux ça vaut. Et du côté des cessionnaires, eux aussi réfléchissent à ce qu'ils achètent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus des cessionnaires qui se disent « je reprends X milliers d'euros de clientèle et puis ça va rouler ». Aujourd'hui, on a des cessionnaires qui réfléchissent en se disant « ce que j'achète, c'est pas simplement du chiffre d'affaires. Ce que j'achète, c'est une marque, le nom du cabinet que je reprends. C'est aussi son organisation, son savoir-faire, son degré d'informatisation. » Et donc le cessionnaire va regarder l'achat comme étant un achat global, pas simplement d'un fonds de commerce, et on parle de fonds libéral pour les avocats, mais d'une entreprise avec des atouts, des défauts, et on va donc avoir une réflexion pour le cessionnaire qui est beaucoup plus large que celle qu'on rencontrait par le passé. Et est-ce qu'on a aujourd'hui toujours des cessions de cabinet ? Alors, on a toujours des cessions de cabinet. La seule chose, c'est que ces cessions, aujourd'hui, sont devenues des modèles juridiques un petit peu plus complexes que ce qui se pratiquait encore jusqu'à il y a une dizaine d'années. Bien sûr, on a toujours des cessions de clientèle sèche, mais on se rend compte que ces cessions de clientèle sèche, où on a un repreneur qui va passer quelques mois avec son cédant pour cette fameuse présentation de clientèle, eh bien on se rend compte aujourd'hui que ce n'est plus le mode de transmission habituel des cabinets. Aujourd'hui, on passe par le plus souvent par une société de reprise, et puis on a accès à des sociétés holding, on peut faire des LBO, on peut faire des locations-gérance, on peut faire des commodas, bref, on a aujourd'hui un panel d'outils juridiques qui nous permettent de prendre le temps d'assurer cette transmission, tout à la fois en minimisant les risques juridiques et les risques financiers pour le cessionnaire, le repreneur, et pour le cédant, de lui permettre de réaliser une optimisation fiscale de l'opération. Et donc ces transmissions, les transmissions réussies aujourd'hui, ce sont des transmissions qui ont trouvé un sens au-delà de la simple opération de cession. Je vends du chiffre d'affaires, j'achète du chiffre d'affaires, mais qui ont trouvé un sens parce qu'aujourd'hui on a le souci de pérenniser, non pas simplement une clientèle, mais de pérenniser un cabinet, un savoir-faire, une marque. Et il faut donc s'y prendre à l'avance et anticiper parce que c'est jamais un processus simple. Et parmi les avantages de la cession de cabinet, est-ce qu'il existe des dispositions fiscales qui permettent d'optimiser sa situation ? Alors heureusement oui, puisque la fiscalité et puis, on l'oublie, les charges sociales, CSG, CRDS qui vont être à payer sont assez lourdes. Quand on cède un cabinet individuel ou quand on cède des parts de société à l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire des parts de SCP, on a une fiscalité aujourd'hui qui est de 16% pour la partie plus-value et de 15,5% pour la partie charge sociale. Donc 31,5% de prélèvement sur le prix de cession. Si on est dans une société à l'IS, on va trouver un prélèvement qui est tout simplement votre imposition à l'impôt sur le revenu. Et donc, quand on regarde la mécanique pour une cession de parts de SEL à l'IS, eh bien, on peut être dans les tranches supérieures des revenus, on peut être à 45%, à quoi on va ajouter 15,5% de prélèvements sociaux. Donc on arrive à des prélèvements qui, dans certains cas, peuvent dépasser 60% de la plus-value. On est sur un mécanisme qui est tout à fait confiscatoire. Heureusement, face à cette confiscation, il existe des dispositions qui soit vont nous permettre d'être totalement exonérés, soit simplement de profiter d'abattements. Évidemment, la situation dans laquelle se trouve le cédant, est-ce qu'il exerce à titre individuel, est-ce qu'il est en société, est-ce qu'il
il envisage de prendre sa retraite rapidement ou pas, vont nécessairement influer sur ces mécanismes d'abattement, sur ces mécanismes d'exonération. Ce qu'il faut simplement retenir, c'est qu'on a un panel de situations, il n'y a pas une recette miracle, mais il y a un panel de situations qui vont nous permettre d'atténuer, souvent assez fortement, cette imposition. Il faut simplement prendre le temps d'organiser en amont le mécanisme de la cession pour pouvoir se raccrocher, si je puis dire, au bon mécanisme d'exonération. Mais oui, il y a des solutions, quelle que soit la situation du cédant. D'accord. En un mot, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui souhaite aujourd'hui céder son cabinet ? Alors, céder son cabinet, c'est d'abord mettre en valeur le patrimoine qu'on veut céder. Vous savez, c'est un petit peu comme quand on veut céder son appartement. On vous conseille aujourd'hui de faire un petit peu de peinture et de décoration. Ben là, c'est un peu la même idée. C'est-à-dire qu'il faut regarder son cabinet pour ce qu'il est vraiment et chercher les points forts de la clientèle, chercher les points forts aussi de l'organisation. Quel est le degré de délégation au personnel ? Quand on va céder notre fonds libéral, est-ce que des salariés vont être aussi transférés aux repreneurs ? Et les collaborateurs qui peuvent connaître la clientèle, qui représente une véritable valeur, vont-ils aussi suivre cette cession ? Est-ce que le repreneur va leur proposer quelque chose d'intéressant ? Donc il faut se poser ces questions. Ensuite se dire, si je cède, c'est pour faire quoi ? Généralement, c'est au moment où on part à la retraite. Eh bien, il faut réfléchir à cette date de cessation d'activité. C'est très difficile. Les avocats ont une profession magnifique qu'ils ont du mal à quitter. Et il faut être capable de dire, tel jour, ce sera le dernier jour. C'est une date très difficile à fixer. On a même souvent des situations où la date est reculée. Aujourd'hui, on a la possibilité de céder son cabinet, de liquider sa retraite et de rester actif, d'être un retraité actif. Donc la problématique de la cession, c'est aussi de savoir comment on veut arrêter. Est-ce qu'on va arrêter d'un coup ? Est-ce qu'on va partir en sifflet progressivement ? Donc le conseil, c'est d'essayer d'anticiper et d'essayer de se projeter, non pas simplement à la date de la cession, mais d'essayer de se projeter au-delà, à la date à laquelle on cessera d'exercer ce magnifique métier. Et le conseil final, c'est qu'à ce moment-là, il faut se dire que ces techniques dans les montages juridiques qui sont de plus en plus sophistiqués, ces techniques dans la fiscalité et dans les mécanismes d'atténuation qui ne s'improvisent pas, et même si on en a une connaissance théorique, il faut aujourd'hui savoir les mettre en œuvre. Certains mécanismes se cumulent de surcroît, donc le choix de ces cumuls et de ces mécanismes est devenu assez délicat. Il faut donc se faire assister. Alors se faire assister, ça peut être bien sûr en contactant l'ANAFA. Pour les adhérents de l'ANAFA, nous sommes la seule association de gestion agréée monoprofessionnelle qui ne travaille que pour les avocats, qui n'a de raison d'être que pour rendre service aux avocats. Et nous avons une direction fiscale qui assure une hotline que tous les adhérents de l'ANAFA, ça fait quand même presque 23 000 avocats en France, peuvent contacter. Vous avez aussi la possibilité sur le site du Conseil national des barreaux de trouver dans l'onglet RSN, Réseau Structure Nationale, des confrères qui sont sélectionnés de façon tout à fait impitoyable pour leur qualité de praticiens de cette problématique particulière des cabinets libéraux et des cabinets d'avocats et qui pourront vous apporter en région une réponse à vos questions. Il faut donc aller sur le site, chercher RSN, Réseau Structure Nationale, et là vous aurez une carte de France qui vous proposera des confrères parfaitement à même de vous assister. La leçon surtout, c'est qu'en se lançant seul, on risque de faire des bêtises, et ces bêtises peuvent être tellement coûteuses au niveau fiscal et conduire parfois à un échec du projet qui avait toutes les chances pourtant de réussir, qu'il ne faut pas le faire seul. Les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. D'accord. Merci Christophe Thévenet, on vous souhaite un très bon séjour à Montpellier et merci d'être venu et d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Au revoir.